Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débat organisé par le Courrier d'Europe centrale, un temps d'échange que nous consacrons aux élections présidentielles polonaises. Nous sommes le 3 juillet 2020, presque à mi-chemin entre le premier tour de ce scrutin et le second où s'affrontent le président sortant Andrzej Duda et Rafał Trzaskowski. Pour commenter cette élection, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Agnieszka Żuk. Agnieszka, vous êtes professeure agrégée de polonais et traductrice littéraire. Vous avez notamment conçu et coordonné aux éditions Noir sur Blanc un livre remarqué et remarquable intitulé Hurra et désarroi, scène d'une guerre culturelle en Pologne. Vous êtes également membre de l'association de défense de la démocratie en Pologne. Agnieszka Żuk, bonjour. Bonjour. Romain Su, vous êtes journaliste, correspondant en Pologne pour le Courrier international, le journal belge Le Soir et last but not least pour le Courrier d'Europe centrale. Romain Su, bonjour. Bonjour. Thibaut Delay, vous êtes docteur de l'Institut national des langues et civilisations orientales, traducteur de polonais et observateur attentif de la vie politique polonaise. Thibaut Delay, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un scrutin un peu particulier dans lequel on se trouve, puisque aux yeux des observateurs francophones ou internationaux, il a l'air de mobiliser une attention toute particulière, d'être riche je dirais riche en enjeux. Pourtant, le président de la République polonaise n'a pas tant que ça de pouvoir comparé à un président de la République française. Romain, est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur quel est finalement le rôle du président qu'on va élire dans 10 jours en Pologne? Oui, il faut rappeler qu'en Pologne, la Pologne a un régime politique qui est, disons, plutôt parlementaire, donc avec une prédominance du Premier ministre sur le président, à la différence, par exemple, de la France. Ceci dit, à la différence de régimes strictement parlementaires comme l'Italie ou l'Allemagne, où le président est finalement quasiment inconnu et où il est plutôt représentatif, en fait, en Pologne, d'une part, du fait que le président soit élu au suffrage universel direct, et d'autre part, parce qu'il a des attributions particulières, notamment le droit de veto sur les lois votées par le Parlement. Le président a plus de pouvoir que dans un régime strictement parlementaire, mais moins de pouvoir que dans un régime semi-présidentiel comme en France, en dehors du pouvoir de veto qui est donc assez significatif, puisque pour le renverser, le Parlement a besoin d'une majorité des 3/5, ce qu'actuellement la majorité parlementaire n'a pas en Pologne. Le président a aussi des compétences autonomes en matière notamment de nomination, donc il peut désigner certains juges, les ambassadeurs, les officiers en fait, de haut niveau de l'armée polonaise. Et donc c'est quand même, disons qu'en cas d'une situation de cohabitation entre une majorité et un président de couleurs différentes, ça peut être un facteur de blocage pour le gouvernement en place. Très bien. Et comment vous expliquez par ailleurs que finalement que cette élection cristallise autant de choses, mobilise autant de personnes, bien plus on a l'impression que le président scrutin, alors qu'on sort on est encore un pied dans une pandémie en quelque sorte. Il y a plusieurs explications. La première, c'est quand même que historiquement, l'élection présidentielle en Pologne a toujours eu une participation supérieure aux autres scrutins, notamment parce que c'est une élection qui, de fait, porte sur une personne, donc qui est plus facilement peut-être appropriable par les électeurs. Le second argument, je dirais, c'est que c'est la dernière élection d'un cycle, c'est vrai, qui a commencé à l'automne 2018 avec les élections locales, suivi des élections européennes et législatives. Donc ce scrutin qui se terminera dimanche dans 10 jours, c'est la dernière élection en Pologne avant 2023 et c'est vu par certains comme finalement la dernière chance pour l'opposition de remporter une élection et de créer un contre-pouvoir à la majorité du parti, donc au gouvernement, le Parti droit et justice. Très bien. Et finalement, en plus, ces élections ont failli, pour ainsi dire, je ne dirais pas qu'elles ont failli ne pas avoir lieu, mais ça a été un peu il y a eu tout un suspense pendant le printemps. Agnieszka, est-ce que vous seriez d'accord de dire quelques mots sur voilà, cette arlésienne qu'il y a eu pendant quelques mois pour savoir si élection il y aurait ou pas en Pologne? Oui, bien sûr. Je voulais juste revenir sur le fait que le président en Pologne a le droit du veto législatif. Je pense que c'est très important pour les Polonais parce que à plusieurs reprises, lorsque des lois très contestées ont été votées en Pologne, par exemple les lois qui portaient sur la réforme de la justice,
les Polonais attendaient de leur président qu'il oppose le veto. Et je pense que ce qui est important pour les Polonais progressistes en Pologne, c'est que si ils ont leur président, ce président pourra au moins opposer son veto à certaines lois. Notamment, il y a 2 ou 3 semaines, la Diète polonaise a voté un ensemble de lois qui portent sur le Covid et la crise économique qui a été provoquée par le Covid. Et dans cet ensemble de lois, il y a par exemple la loi qui permet de pénaliser la personne qui aide une femme qui souhaite avorter avec une peine de prison. Donc ça a été voté, et puis il y avait donc, on attendait du président que, peut-être il pourrait opposer son veto, ça ne s'est pas fait, ces lois sont passées, comme c'était le cas par le passé. Et donc, pour parler du report des élections, à l'origine, ces élections devaient avoir lieu le 10 mai, mais le parti, donc le PiS, le parti au pouvoir, a fait tout son possible pour que ces élections puissent se dérouler effectivement le 10 mai. L'opposition de son côté a essayé de faire en sorte qu'elle ne puisse pas avoir lieu pour plusieurs raisons, parce que d'abord il y avait donc les risques sanitaires liés à la pandémie, ensuite parce qu'elle devait se dérouler par correspondance. Donc, il y avait aussi un grand risque qu'elle ne soit pas équitable, et aussi parce que, à cause du confinement, il n'y a qu'un seul candidat qui a pu en réalité faire campagne, et c'était Andrzej Duda, donc le président sortant. Donc, finalement, après de nombreuses péripéties, ces élections ont été repoussées donc à 28 juin. Très bien. Je résume la situation parce que c'est évidemment plus complexe que ça. Romain, vous qui êtes en Pologne, comment s'est passé le scrutin en fait le jour même finalement? Est-ce que comparé aux autres élections, est-ce que vous avez vu quelques éléments d'ambiance un peu notables? J'ai eu une très forte participation, pas vue depuis 1995, ce qui est déjà en soi assez significatif, malgré justement le contexte de pandémie, ce qui veut dire que les Polonais quand même voulaient aller voter et qui n'ont pas forcément eu peur du risque sanitaire. Ensuite, sur les conditions de vote, finalement, ça s'est plutôt bien passé, ce qui a aussi confirmé l'OSCE. Dans l'ensemble, si on s'en tient au jour du scrutin, c'est un scrutin qui a priori a été équitable, il n'y a pas eu de manipulation de voix ou autre. Ce qui est plus contestable, c'est la campagne, ce qu'a dit un petit peu Agnieszka déjà, notamment le rôle des médias publics en fait, dans cette campagne. Mais sinon, sur le vote en tant que tel, ça s'est passé de manière plutôt transparente. C'est aussi grâce à un engagement fort de la société civile, avec notamment ces observateurs apartisans qui ont pu vérifier qu'il n'y a pas eu de manipulation dans les urnes. Très bien. Et il y a un autre enjeu qui est très important dans cette élection, c'est celui des Polonais de l'étranger. Agnieszka, vous avez pu voir un peu comment on votait, par exemple à Paris. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées remarquables comparées aux autres scrutins ou avec un climat un peu différent pour le cas des Polonais de France, par exemple? Oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ces élections se sont déroulées en France
par correspondance et je pense que la diaspora polonaise n'a pas compris pourquoi, parce qu'en même temps il y avait d'autres élections municipales qui s'est déroulées en France en direct. Donc le fait qu'elle se déroule par correspondance a perturber les déroulements du scrutin parce qu'il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas pu voter, tout simplement parce que d'abord il était très difficile de s'inscrire, le système a été défaillant. On n'arrivait pas à joindre l'ambassade ni le consulat parce que je pense que tout le monde appelait, donc ils ont décidé de ne plus répondre. Leur boîte mail est tombée en panne les derniers jours des inscriptions, donc c'était très difficile. Et ensuite, les personnes, en France, il n'y avait que deux bureaux de vote, donc à Paris et à Lyon. Et donc, les Polonais habitant dans toute la France devaient envoyer leurs bulletins, soit à Paris, soit à Lyon. Et certains n'ont pas reçu leurs bulletins à temps, ou ils ne l'ont pas reçu tout court. Et donc, j'ai regardé hier, et donc, à l'étranger, 45 000 bulletins ne sont pas arrivés à temps au bureau de vote. Donc, c'est 15 000 en Grande-Bretagne, 5 000 en Allemagne et aux États-Unis et 2 400 en France. Donc, il y avait des personnes, enfin des gens qui arrivaient devant l'ambassade et devant le consulat qui n'avaient pas reçu leur bulletin mais qui voulaient voter. Et ce qui est aussi remarquable, c'est la très forte mobilisation de la diaspora polonaise, notamment de l'Association de défense de la démocratie en Pologne, où tous les membres de l'association ont été soit observateurs pendant les élections, soit étaient au téléphone pour essayer, ou sur Facebook pour essayer d'aider à toutes les personnes qui voulaient s'inscrire, ou alors à ceux qui ne pouvaient pas apporter personnellement leur enveloppe à l'ambassade. Et à Paris, il y avait aussi une autre association, Parabole, qui a aussi ouvert son centre toute la journée pour aider les personnes qui voulaient s'informer ou qui avaient besoin d'aide pour s'inscrire. Vous mettez très bien en avant cette forte mobilisation qu'il y a eu donc, autour de ce scrutin, avec notamment Romain vient d'en dire quelques mots. À la fois une mobilisation soit associative, soit étatique très forte, avec notamment le rôle de la télévision polonaise qui s'est énormément investi dans cette campagne et même avant. Thibaut, vous voulez peut-être dire quelques mots, parce que je crois que dans les préparatifs de ce débat, ça vous semblait un élément assez important. C'est-à-dire que oui, je crois qu'il vaut la peine aussi de remettre en perspective, suite à ce que vient d'évoquer Agnieszka Żuk, c'est que si jamais il y avait une aussi forte mobilisation du monde polonais associatif, c'est qu'aussi il y avait, je dirais, des motifs légitimes de méfiance quant à la tenue de cette élection. Entre autres, bon, sans revenir et sans faire tout l'historique et tout le bilan de droit et justice et de son type de gouvernance au cours des 5 dernières années, il faut tout de même relever que ce à quoi on a assisté, c'est à une forme de neutralisation graduelle de toute une série de ce qu'on pourrait appeler des crans d'arrêt ou des garde-fous de l'état de droit en Pologne, avec notamment une neutralisation de la Cour constitutionnelle, où on a procédé à, et alors là c'est assez complexe, mais un remplacement forcé de toute une série des juges en place auxquels on a substitué des juges qui ont fait l'objet de nominations assez éminemment politiques. Derrière cela, il y avait encore la Cour suprême, qui est la plus haute cour administrative, et le Conseil judiciaire national, qui lui est en charge de toutes les questions de discipline parmi le personnel de justice. Et la Cour suprême, elle, est notamment aussi en charge de la validation des élections. Or, ces deux cours ont elles aussi, en suivant, comme dans un jeu de domino, fait l'objet de saisies ou de mise sous tutelle politique. Et donc,
il existait une crainte forte que si jamais l'enjeu devait être trop serré, il y ait une intervention politique vis-à-vis de ces cours pour que soient révisés des chiffres ou que soit procédé à toute une série de mécanismes de détournement des résultats. Donc, maintenant, c'est un tout petit peu ce que l'on a vu avec Orban et les pouvoirs spéciaux. Ce sont des pouvoirs forts qui aiment à laisser entendre qu'ils disposent de la capacité de le faire, mais qui aiment aussi, quelque part, démonstrativement, ne pas en faire usage, comme pour dire, écoutez, voyez, en réalité, on n'est pas les mauvais élèves de la classe comme vous le prétendez. Mais donc, voilà, ça, c'était l'une des choses qui me semblait importante de préciser. Et alors, l'autre aspect, celui de la télévision. Donc, la télévision publique a été l'une des autres institutions qui a été très vite mise sous tutelle politique et elle a été confiée à un personnage tout à fait sulfureux, Jacek Kurski, qui très très vite a vraiment transformé la télévision en une espèce de canal ou de chaîne d'information gouvernementale et qui s'est livré, alors là, de façon possiblement inédite, même comparativement à ce qu'on a pu connaître sous la Pologne populaire, à vraiment un déversement d'informations calomnieuses à l'encontre des candidats d'opposition et alors là à une espèce de traitement plébiscitaire du candidat Andrzej Duda qui, sous certains aspects, rappelait vraiment un peu les techniques et usages de la télévision nord-coréenne. Il y avait une forme d'admiration du grand leader qui était proprement comique, en fait, vu de l'extérieur. Il y avait un effet presque caricatural assez foudroyant. Et donc, là, ça c'est quand même quelque chose qui se doit d'être souligné. Le temps d'antenne dont ont disposé les candidats d'opposition était infime. Il y a eu un débat organisé entre tous les candidats. Le débat, toutes les questions avaient été rédigées par le staff de campagne de Andrzej Duda, ainsi que ça a pu être démontré. Les questions étaient taillé de telle façon à mettre en valeur son programme. La répartition du temps de parole n'a pas été maintenue. Et dernière chose, les caméras, et ça, alors, en soi, ça paraît infime, mais c'est pour montrer un peu la mesquinerie quand même de ce qui se joue. Les caméras avaient été organisées de telle façon que les candidats d'opposition soient mal filmés, aient l'air de ne pas regarder leur public, et donc apparaissent vaguement déshumanisés vis-à-vis du président en place. Voilà, donc ce sont autant d'éléments qui quand même suscitent la réflexion et interpellent. Heureusement qu'il y a des gens pour regarder la télé polonaise à notre place. On vous en remercie. Il y a, comment dire, Agnieszka Żuk, vous vouliez souligner aussi, quand on avait un peu échangé pour préparer ce débat, la mobilisation notable des femmes qui ont pris à cœur cette campagne, alors qu'il n'y a aucun candidat féminin en plus. C'est ça le paradoxe. Donc il n'y a aucun candidat féminin en lice. En tout cas, il n'y en avait pas pour le premier tour, a fortiori ni pour le deuxième. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette mobilisation assez spécifique là? Oui, je voudrais, juste avant de parler de la mobilisation des femmes, je voudrais juste rebondir sur ce que a dit Thibaut Dellet à propos de la télévision qui a joué un très grand rôle dans cette campagne. Et je crois que tu voulais en parler aussi. L'Église catholique a aussi joué un rôle important, comme toujours pendant les élections en Pologne, parce que certains prêtres, peut-être pas tous, n'hésitent pas pendant la messe à dire pour qui il faut voter. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme lors de toutes les élections, il y a une lettre qui est envoyée à toutes les paroisses. Et cette année, d'où aussi la forte mobilisation pendant ces élections, la lettre appelait les fidèles et les prêtres à aller voter en disant que cette fois-ci, il se jouait vraiment quelque chose de très important, de crucial, et qu'il s'agissait d'une guerre des civilisations, que c'était vraiment très important
participer à ces élections pour que la civilisation chrétienne puisse remporter la victoire. Alors, en ce qui concerne la mobilisation des femmes, c'est effectivement très intéressant parce que intéressant et paradoxal parce qu'il n'y a pas eu des candidates. Enfin, il y a eu une candidate femme, mais finalement qui a eu très peu de soutien et qui s'est finalement retirée et qui a été remplacée par Rafał Trzaskowski. Małgorzata Kidawa-Błońska, donc la candidate précédente de la plateforme civique, était une candidate plutôt conservatrice, mais je voulais parler à la fois de la mobilisation des femmes progressistes qui sont devenues un vrai acteur politique en Pologne et qui sont très mobilisées politiquement depuis 5 ans. Donc c'est vraiment un phénomène très intéressant. Et ce qui est aussi intéressant à remarquer, que le nombre d'organisations féministes qui luttent aussi pour la défense de la démocratie a énormément augmenté depuis que le PiS est au pouvoir, puisque aujourd'hui la grande coalition donc de toutes ces organisations dénombre à peu près une centaine d'organisations à la fois féministes et celles qui luttent pour la démocratie en Pologne. Mais ces femmes, malgré leur activité politique, malgré le fait que c'était la grève générale des femmes qui a réussi à stopper les rouleaux compresseurs du PiS au moment du vote pour la restriction de la loi anti-IVG, ces femmes n'ont toujours pas leur place. Elles sont présentes sur la scène politique et en même temps, elles n'ont pas véritablement de place sur la scène politique. En vous écoutant, Agnieszka, notamment sur le clergé, une question me venait, mais je l'adresse à tout le monde. Voilà, vous parlez de ces prêches durant lesquelles le clergé polonais a parlé d'un combat pour une civilisation, pour préserver une civilisation, une culture. Finalement, on voit bien, à vous entendre, que cette élection présidentielle est encore un des épisodes de ce que vous décrivez dans vos travaux, c'est-à-dire d'une guerre culturelle polono-polonaise dont on vivrait un des moments. Et ça me fait une transition également pour aller vers les thèmes en fait, qui ont été mobilisés pendant toute la campagne. Voilà, on a vu le PiS revenir à la charge en attaquant la communauté LGBT, en défendant une vision extrêmement conservatrice de la société, la vision d'une Pologne forte. Voilà, est-ce que vous, alors je vois que Thibaut a tout d'ensuite envie de rebondir sur ça. Peut-être que vous avez quelques idées sur cette question-là. Moi, c'est toujours lorsqu'on aborde cet aspect-là des campagnes médiatiques et électorales de droit et justice, il me semble important de rappeler que ce qui passe la rampe médiatique et qui émerge un peu dans les médias occidentaux francophones, bien souvent, ce sont les outrances de droit et justice, qui sont des outrances je veux dire, au-delà de tout débat. Et il y a... et alors, j'y reviens dans un instant, mais je pense que ce qu'il est important de comprendre, parce que si jamais on ne s'attache qu'à ces outrances, on ne peut conclure qu'à une espèce d'obscurantisme absolu de la Pologne. C'est toujours très préjudiciable pour son image et pour sa bonne compréhension. Ce qu'il faut voir, c'est que les campagnes médiatiques de droit et justice fonctionnent sur 2 pieds, c'est-à-dire qu'il y a d'une part toujours une part de promesse, et de l'autre, il y a la mobilisation d'une menace. Alors, du côté de la promesse, il faut là rappeler brièvement que la plateforme civique, qui était le parti gouvernemental pendant les 8 années précédant la prise de pouvoir de droit et justice, était un parti libéral qui a essentiellement veillé à faire largement ou à consolider le produit intérieur brut de la Pologne, mais qui s'est très peu intéressé à la façon dont ces dividendes étaient redistribués entre ces divers citoyens et qui a laissé se creuser des inégalités fortes en termes de revenus. Et donc, il y avait une forme de ressenti
qui s'étant créée entre ce qu'on a appelé une Pologne A, qui est une Pologne qui a donc profité des fruits de la transformation, et une Pologne B, qui elle a été un peu laissée sur le bord du chemin. Le Droit et Justice est le premier parti qui a mis en place une politique redistributrice de ces dividendes. Alors c'est une politique qui mériterait d'être critiquée sous bien des autres aspects, parce qu'elle est, en fait assez bien genrée, voire sexiste, c'est-à-dire que lorsque l'on analyse la façon dont est organisé le flux de redistribution de cet argent, il est assez facile d'observer qu'il cherche essentiellement à pérenniser un modèle de famille où l'homme est source de revenus et la femme reste à la maison et est en charge de l'éducation des enfants. Mais donc ça, c'est pour... Il faut aussi comprendre que dans l'offre politique de droit et justice, cet aspect-là constitue quelque chose d'assez attrayant pour une certaine partie des Polonais. L'autre chose, qui est, elle, très mobilisatrice, c'est cette tendance à systématiquement s'inscrire dans ce que des théoriciens politiques appellent l'agonisme, à savoir le fait de construire une adversité, voire une rivalité, parfois de façon tout à fait artificielle, et vis-à-vis d'une menace qui, en fait, ne s'occupe guère d'être réelle, mais qui, bien plus, présente tous les traits qui peuvent mobiliser ou fédérer la population polonaise, ou une large partie de la population polonaise. En 2015, ça a été la figure de l'étranger, puisqu'il s'agissait de moments où la Syrie était sous les bombes et où il y avait un flux migratoire important en direction de l'Europe. Et là, on a, encore une fois, mobilisé l'idée qu'il y avait une union insécable entre l'identité polonaise et l'identité catholique, et qu'il s'agissait là d'une invasion musulmane qui allait mettre en péril la durée ou l'existence d'une Pologne catholique. Cette fois-ci, puisque en réalité les migrants ne sont plus présents, enfin qu'il n'y a plus de flux migratoire en direction de l'Europe, que la Pologne elle-même organise l'arrivée de migrants d'un peu partout, puisque son marché du travail nécessite de la main-d'œuvre, il était difficile pour eux de réexploiter cet argument-là, et donc on est tombé sur une autre figure qui est celle de la communauté LGBT. J'ai envie de dire que alors, le procédé est évidemment éminemment discutable, mais la chose qui doit être soulignée, c'est qu'il fonctionne moins bien. On voit qu'il reste fonctionnel, mais la communauté LGBT polonaise s'est assez bien défendue, a fait preuve de beaucoup de dignité et aura notamment organisé une espèce de coming out généralisé afin de démontrer que les représentants de la communauté LGBT ne sont pas les suppôts de Satan qui essayent de décrire certains prêtres, mais qu'ils sont des voisins, des professionnels de la santé, des journalistes, et qu'ils sont des personnes qui appartiennent de plein droit à la société polonaise comme d'autres. Voilà. Mais je suis certain que d'autres personnes auront encore des points à rajouter à ce qui aurait été quand même un des thèmes phares de la campagne. Agnieszka, Romain, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, Romain, je vous en prie. Complément, oui, de ce que disait Thibault, je dirais qu'il y a quand même un écart important entre le discours médiatique et politique sur des grands sujets de société et sur ce qui paraît être des modèles culturels irréconciliables et les préoccupations quotidiennes de beaucoup de Polonais assez peu politisés, en tout cas qui s'intéressent peu à la politique, parce que finalement c'est la troisième élection au moins où à chaque fois, à la fois les médias et les partis présentent l'élection comme un choc de civilisation ou un match du tout pour le tout finalement. Alors si on suit la rhétorique libérale, c'est le choix entre la Pologne européenne, libérale, démocratique, contre la Pologne autoritaire s'orientant vers l'Est. Si on écoute la rhétorique du PiS, c'est le choix d'une Pologne fière d'elle-même, patriotique, pro-famille, contre une Pologne vendue aux étrangers et aux idéologies importées. En fait, quand on parle à des Polonais, justement, en tout cas, ça m'arrive en reportage, notamment en dehors des grandes villes ou qui ne sont pas forcément très politisées, finalement, les Polonais ont quand même l'impression que c'est une élection plus ou moins comme une autre. Ils ne voient pas de danger existentiel ni pour la Pologne ni pour la démocratie. Et pour le coup, pour leurs préoccupations plus quotidiennes en matière d'économie, de santé, d'emploi ou d'éducation,
c'est vrai qu'il y a un écart assez important finalement entre le côté dramatique du discours politico-médiatique et ce qui peut-être aiderait plus les Polonais au quotidien et qui est absent. Ce qui pourrait expliquer que d'une part, certes, la participation a paru forte au regard des élections précédentes, mais qu'elle n'est que de 65%, 64 et quelques, alors qu'encore une fois, on présente ça comme un genre de choix qui engagerait la Pologne pour des décennies et qui fixerait sa voie dans le monde. Ce n'est pas forcément l'impression que beaucoup d'électeurs ont, en tout cas, donc, de mon point de vue. Agnieszka, vous vouliez ajouter quelque chose au dernier commentaire? Oui, mais je crois que ces sentiments des menaces, de détention est quand même assez... je me trompe peut-être, mais je crois qu'il est assez partagé par les Polonais, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de la barricade, parce que on entend par exemple tous les jours parler des faits divers assez effrayants, par exemple au sujet des camionnettes qui récemment une camionnette qui a traversé la rue de Varsovie avec des slogans anti-LGBT et il y avait des personnes qui ont intervenu, qui ont essayé d'arracher les autocollants qui étaient collés sur la camionnette et qui, au final, c'était une jeune femme et je crois ses deux copains et ils sont fait taper dessus par les propriétaires de la camionnette et des gens autour. Donc, c'était extrêmement violent et des incidents comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont assez nombreux. Et je pense aussi que de l'autre côté, les discours où on entend parler du fait que les catholiques sont persécutés, que la famille est en danger, etc. Je pense que ça fait son effet aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande tension qui est présente des deux côtés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thibaut et Romain, mais moi je crois que cette tension est très présente. Si je peux juste un instant, moi il me semblait qu'en termes de sociologie électorale, Romain a tout à fait raison lorsque il rappelle qu'il y a une bonne partie des Polonais Polonais et Polonaises, pour lesquels il s'agit d'abord d'un choix rationnel pour une option politique qui semble leur offrir le plus de garanties pour un avenir meilleur. Or, il est vrai que pour toute une série de personnes dans les campagnes, la perspective d'allocation familiale ou d'un accès facilité à du logement, qui sont des programmes qui ont été mis en place par Droit et Justice, présente une certaine forme de rationalité. En revanche, là où je crois que, Agnieszka, vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a toujours cette part d'électeurs indécis qui, eux, sont véritablement le terrain à conquérir pour s'assurer d'une majorité. Et je crois que c'est là que s'inscrit la tension et que les enjeux construits artificiellement autour de ces communautés LGBT que l'on jette un peu en pâture comme ça dans l'élection politique sont pensés de façon à mobiliser ces électorats-là. Alors avant d'en venir à un commentaire plus précis des résultats, des enjeux et de ce qui se profile pour le second tour, voilà, vous avez beaucoup évoqué donc, toute cette campagne qui visiblement est largement diffusée par la télévision d'État. Est-ce qu'il y a des canaux alternatifs au niveau de l'information en Pologne, donc voilà, hormis voilà, les grands quotidiens qu'on connaît comme Gazeta, etc. Est-ce qu'on doit aussi relativiser donc, le poids de cette télé-là que vous venez de décrire et qui diffuse donc ces messages qui sont clairement clivants qui permettent de cliver la campagne? Peut-être Romain déjà, peut-être quelques éléments de réponse. Pour ce qui est de la télévision, c'est vrai que la télévision publique, je crois,
les antennes les plus puissantes. Donc c'est sans doute les seules chaînes, parce que c'est un groupe de chaînes qui sont reçues notamment dans des zones plutôt rurales excentrées. Ceci dit, c'est aussi vrai que beaucoup de Polonais ont accès à Internet et consultent plus d'ailleurs les informations sur Internet que via la télévision. Et là, il y a un marché qui est, c'est vrai, plutôt pluraliste, puisqu'en dehors des quotidiens qui ont leur portail Internet, c'est aussi des pure players type Onet ou Wirtualna Polska, qui sont, je pense, relativement indépendants, qui sont financièrement solides, et qui, là, fournissent une information qui est, je dirais, relativement neutre, en tout cas à égale distance presque des uns et des autres parties. Donc, je crois que Romain a dit l'essentiel, c'est-à-dire qu'il continue d'exister un espace médiatique pluraliste. On n'est pas du tout dans la configuration de la Pologne populaire avec un monopole de diffusion de l'information, ce qui peut-être d'ailleurs incite à ces étranges outrances de la télévision publique, c'est qu'elle est je dirais, d'autant plus déterminée à caricaturer l'opposition qu'elle se sait en concurrence avec toute une série d'autres acteurs qui cherchent à relativiser son propos. Mais maintenant, il est certain que cela joue assez fort sur qu'il y a une distinction nette entre le niveau d'éducation des auditeurs et qu'il y a des auditeurs qui ne bénéficient pas du même niveau de formation et qui ont tendance à moins chercher à avoir une diversité de sources pour se faire une représentation de l'actualité. Et auprès de ces électeurs-là, si effectivement on doit s'en tenir à aux seules informations disponibles sur la télévision publique, alors là, la vision du monde dont on bénéficie est pour le moins manichéenne. Et aussi pour les personnes âgées qui n'ont pas accès à Internet, je pense que c'est plus difficile aussi d'avoir une vision plus complète de la réalité. On va parler maintenant un peu plus des résultats et donc et de ce qui se profile pour le second tour. Alors pour rappel, pour nos auditeurs, c'est Andrzej Duda qui est arrivé en tête avec presque 45%. Je ne me rappelle plus du score exact qu'ils ont finalement dépouillé, mais bon voilà, ils frisent les 45%. Talonné d'assez loin, malheureusement pour lui, par Rafał Trzaskowski qui est autour des 33% maintenant, ou 32%, je ne sais plus bien. 30. Alors, 30, voilà. 30%. Mais, merci Thibaut. Quelle leçon vous tirez à chaud un peu, enfin à presque chaud des résultats de ce premier tour? Agnieszka, me permet de vous donner la parole en première. Alors, je ne peux pas dire que ces résultats étaient inattendus. L'écart est quand même assez grand entre les deux candidats. Il y a une chance, bien sûr, que Trzaskowski puisse gagner ses élections au second tour. Mais ça va se jouer à très peu de voix. Donc, je pense que l'issue de ces scrutins est très incertain, et restera très incertain jusqu'au bout. Oui, comme observation, je dirais tout d'abord que c'est quand même assez impressionnant de voir que les deux candidats arrivés en tête rassemblent à eux deux 73-74% des suffrages. C'est quand même très bipolaire, c'est un score très bipolaire, ce qui est assez rare, je dirais, dans la scène politique, en tout cas en Europe aujourd'hui. La deuxième observation, c'est que Andrzej Duda, donc président sortant, finalement a un score qui est supérieur à celui dont il bénéficie il y a 5 ans, qui est grosso modo le même que celui de son parti aux élections législatives d'octobre 2019. Et j'ai vérifié les scores par commune, et en fait, dans aucune commune polonaise, aucune. Il a perdu des voix en 5 ans. C'est-à-dire qu'il est en progression partout. Ça ne veut pas dire qu'il est en tête partout, parce qu'à Varsovie, par exemple, évidemment, comme dans notre grande ville, les majorités sont plutôt en faveur du candidat libéral, mais qu'il a quand même gagné des voix en 5 ans, ce qui est assez aussi frappant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'usure de pouvoir, il a une base électorale qui est très solide, et même si d'un côté, il paraît avoir moins de réserves de voix possibles que ce concurrent, parce qu'il y a aussi du coup un vote pour ou contre le PiS, de l'autre, à la différence peut-être de Rafał Trzaskowski, il a un électorat qui est relativement, je ne dirais pas homogène, mais en tout cas
dociles, disciplinés et qui va le soutenir coûte que coûte. Alors que pour Rafał Trzaskowski, il y a des groupes très différents qui aiment soit son côté plutôt libéral sur le plan sociétal, soit son côté libéral en termes politiques, soit avoir son côté libéral en termes économiques. Et c'est parfois difficile de réconcilier ces attentes très différentes, à la fois des électeurs plutôt à gauche qui attendent un programme progressiste en termes sociétaux, mais plutôt aussi redistribution en termes économiques, et à l'inverse, des électeurs qui sont plutôt conservateurs, ceux de l'APO en termes historiques, en termes sociétaux, mais qui sont pour le coup libéraux en termes économiques. Et donc c'est assez difficile finalement pour lui de rassembler tout ce monde-là. C'est ça qui complique ses chances pour le second tour. Si je peux rebondir là-dessus, il y a ce bon vieux dicton qui dit qu'en politique, le plus sûr, c'est encore de ne rien faire. Et il est vrai qu'à ce jeu-là, Andrzej Duda, ce sera assez solidement illustré. C'est-à-dire que puisqu'il était... Donc, alors, en quelques mots, ce qui se passe, c'est que, comme on le sait, droit et justice n'est pas structuré de façon très équilibrée. Il y a d'abord la figure centrale de Jarosław Kaczyński qui est de façon formelle en réalité un simple député, mais qui est aussi le président de son parti et qui ne cesse en fait d'organiser les fractions qui se trouvent sous sa direction en dressant un coup les uns contre les autres et en organisant un peu en faisant un jeu d'arbitrage permanent de ses lieutenants. Il parvient de cette façon-là à avoir une emprise quasi totale tant sur le Premier ministre que sur le président et les députés qui disposaient d'une majorité votaient des lois qui étaient ensuite présentées au président qui, sur consigne de Jarosław Kaczyński, les contresignait sans jamais y apposer de veto. Il y a eu un épisode célèbre lors du démontage de la Cour suprême, lorsqu'il y a eu une gigantesque mobilisation citoyenne qui a mis tellement de pression sur le président qu'il a apposé son veto une première fois à cette loi avant de l'accepter plus tard dans une relative indifférence. Mais donc, il aura très très peu exercé ses prérogatives présidentielles. Il aura été essentiellement une espèce d'ambassadeur du gouvernement et il aura joué un rôle presque plus protocolaire qu'exécutif. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect concernant les résultats, c'est que ce que l'on voit d'élection en élection, c'est qu'il y a un bloc de plus ou moins 20% d'électeurs qui semblent être relativement apartisans ou à tout le moins anti-système. Lors de l'élection précédente de 2015, il y avait une ancienne figure du monde du rock qui s'était présentée avec un programme étonnant qui était essentiellement centré sur une révision de la réglementation électorale par district, qui voulait que ce soit des élections majoritaires où la majorité emportait l'entièreté des sièges d'un district, inspiré du modèle anglais, et ce qui était en soi une proposition qui semblait un peu périphérique dans le débat, mais qui a quand même engrangé 21% des suffrages. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a pour le coup un présentateur de télévision qui est quelqu'un qui s'est beaucoup mis en scène comme étant un catholique relativement progressiste, qui était le présentateur de Mam Talent, qui correspond à La France a du talent, je ne sais pas quel est le titre exact, et qui, lui, a réuni un score de plus ou moins 14%. Et il est talonné par, et ça c'est beaucoup plus inquiétant, l'ancien leader de la jeunesse de la Grande Pologne, qui est une organisation assez ouvertement proto-fasciste et qui, lui, incarne véritablement l'extrême droite. Alors ça, c'est une nouveauté dans le champ politique, c'est-à-dire que la doctrine de Kaczynski avait été, pendant des années, rien à ma droite. Et donc, il faisait en sorte d'occuper l'entièreté de l'aile droite de l'échiquier politique, quitte à parfois vraiment aller très très loin dans les déclarations pour s'assurer que justement il n'y ait pas de résurgence un peu fasciste qui viennent occuper le terrain. Or, Thibaut, juste pour vous interrompre pour nos auditeurs, donc le bloc d'extrême droite dont vous parlez, c'est Confédération. Voilà, tout à fait. Voilà. Confédération et leur candidat s'appelait Krzysztof Bosak.
ce qui se passe, c'est que le candidat catholique modéré, Szymon Hołownia, de son nom, a très très vite déclaré que lui, il invitait l'entièreté de ses électeurs à voter pour Rafał Trzaskowski sur base d'un front démocrate. Pour Krzysztof Bosak, c'est beaucoup plus compliqué pour toute une série de raisons. D'abord, il y a une rivalité évidente avec Droit et Justice, puisqu'ils braconnent sur leur terre. L'autre chose, c'est que Krzysztof Bosak est ouvertement antisémite. Or, la femme de Andrzej Duda, Madame Kornhauser, est en réalité à de lointaines ascendances juives. Et donc, auprès de son électorat, ça représente une difficulté. Et donc, il n'y a pas de certitude là sur les consignes de vote qu'il va donner. Ceci dit, et donc, chose très inquiétante, cela veut dire que donc les nationalistes proto-fascistes sont en situation d'être faiseurs de roi au cours de ces élections. Et ça a provoqué une situation interpellante où même Rafał Trzaskowski, candidat libéral, se retrouve contraint d'aller en quelque sorte séduire cet électorat-là, et il a déjà commencé par une série de tweets à essayer d'un peu démontrer qu'il y avait une compatibilité de programme pour le moins économique entre sa plateforme programmatique et celle des nationalistes. Voilà, ça n'est pas beau à observer et c'est vraiment le moment où la politique devient brutale, mais voilà, je crois que la réelle politique se trouve là. Romain, je vous voyais faire des oui et des non de la tête, je ne savais pas trop ce que vous vouliez penser de... Par rapport à Szymon Hołownia, en fait, il n'a pas appelé à voter Trzaskowski. Lui, fera ça à titre personnel, mais sa campagne est largement axée sur le rejet du duopole PO-PiS, pour comparer en France au système, l'ex-système du coup UMPS. Et donc, parmi ces électeurs, on sait qu'il y aura une partie importante, pas majoritaire, mais importante, qui sans doute s'abstiendra ou votera Andrzej Duda. Parce que, comme Thibault l'a dit, Szymon Hołownia était un candidat catholique plutôt progressiste, certes, mais justement pour la partie catholique, une ouverture peut-être plus libérale, en tout cas de Rafał Trzaskowski, le rend incompatible pour des gens pour qui les aspects religieux ou de mœurs sont les plus importantes. Et ça peut, en tout cas pour certains électeurs, être plus important que l'aspect, entre guillemets, pro-démocratie. D'ailleurs, Szymon Hołownia avait lui-même comparé le choix entre Andrzej Duda et Rafał Trzaskowski à soit l'incendie, en gros le PiS détruirait la maison, la Pologne comme système politique, soit le fait de se casser un bras, savoir que ce serait l'immobilisme et la paralysie ou le retour au statu quo de 2015, ce aussi dont beaucoup de Polonais ne veulent pas, parce qu'ils ont l'impression que finalement, après 8 ans, donc 2 mandats de gouvernement, l'APO dont est issu Rafał Trzaskowski n'a pas fait grand-chose pour la Pologne. Et les Polonais qui soutiennent aujourd'hui Szymon Hołownia, en fait, voudraient quand même un changement, pas seulement de programme, mais aussi de personnel politique et d'étiquette. Hier, il y a eu un débat entre Rafał Trzaskowski et Szymon Hołownia, où Szymon Hołownia a poser certaines conditions à Rafał Trzaskowski en disant qu'il les soutiendrait si il remplit certaines conditions. Donc il a notamment parlé de la politique environnementale et de cette histoire justement des vétos, de plusieurs veto, notamment en matière de l'environnement. Et c'était pas vraiment un débat parce que à chaque question posée par Hołownia, Trzaskowski répondait qu'il était bien sûr d'accord et qu'il allait bien sûr agir en ce sens et qu'ils allaient sûrement avoir l'occasion de collaborer ensemble. Alors, petite question, pourquoi y a-t-il eu ce débat donc entre le troisième homme, en quelque sorte, enfin un des troisièmes hommes et Trzaskowski maintenant, et pas un débat avec Duda? Est-ce qu'il y aura un débat avec Duda? Je pense que c'est Rafał Trzaskowski qui a invité Andrzej Duda et Szymon Hołownia. Szymon Hołownia parce que c'était les candidats qui a obtenu le plus de voix après Duda et Trzaskowski, mais Andrzej Duda n'a pas répondu tout simplement.
Donc c'était pour, j'imagine que c'était pour inciter les électeurs de Hołownia à voter pour l'un ou l'autre candidat selon les réponses qu'ils allaient donner. Très bien. Romain, je vois que vous voulez intervenir. Sur le débat, c'est aussi le sujet de la semaine. Et encore une fois, ça reflète la division des médias. Les médias, entre guillemets, indépendants, donc Honnête, WP et la télévision TVN, ont invité les deux candidats à un débat qui serait neutre, avec des questions choisies par les deux équipes des candidats restants, enfin des finalistes. Et de son côté, TVP, donc la télévision d'État, a proposé son propre débat qui se déroulerait dans une ville plutôt provinciale, et où il y a quand même des soupçons de nouveau d'avantage à Andrzej Duda. Et finalement, Andrzej Duda a refusé de participer au débat à l'invitation de TVN et des médias indépendants, en tout cas privés, parce qu'il estime que ce serait un genre de diktat soumis par une télévision à capitaux étrangers. De son côté, Rafał Trzaskowski n'a pas vraiment le choix. Peut-être qu'il ira au débat de TVP, parce que finalement, c'est le seul moyen où il pourrait s'adresser directement à Andrzej Duda, et peut-être dans un débat justement, enfin en tout cas une forme de lutte rhétorique, gagner des points, parce que autrement Duda donne plutôt l'impression en fait de le fuir, parce que comme disait Thibaut, il a plus à perdre qu'à gagner à son direct, où finalement il pourrait aussi lui montrer ses faiblesses. Ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que si jamais on regarde les chiffres tels qu'ils sont et les probabilités de transfert de voix depuis les candidats perdants vers les finalistes, en réalité, sauf accident, sauf mobilisation insoupçonnée, la probabilité, c'est que Andrzej Duda remporte cette élection. Et donc, il est vrai que lui, il est dans une posture extrêmement défensive, et comme le disait très justement Romain, donc il n'a aucun intérêt immédiat à participer à des débats où son inaction passée pourrait être mise en lumière, et où il pourrait se faire un peu bousculer par un candidat challenger qui lui sait bien qu'il doit créer la surprise pour être élu. Donc c'est vrai que là, il va falloir énormément de dramatisation, et ça, on a déjà vu que ça commençait à se mettre en place de la part de la campagne de Rafał Trzaskowski, qui appelle au respect de la démocratie et à la transparence des débats, et qui en soi a tout à fait raison, pour parvenir à un peu coincer Andrzej Duda et à l'obliger à avoir à minima une forme de débat. Agnieszka, je vois que vous voulez ajouter quelque chose. Je voulais juste dire que quel que soit le résultat de ces second tours, ces résultats peuvent toujours être contestés, soit par les PiS, soit par l'opposition, ne serait-ce qu'à cause des irrégularités à l'étranger. C'est une des raisons, mais il y en a d'autres qui peuvent être avancées. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et pour revenir un peu sur les différents tons qu'ont pris la campagne du premier tour, donc avec voilà, toutes ces communications autour des LGBT, il y a un fait de campagne assez intéressant, enfin pour l'entre-deux tours en tout cas, c'est que voilà, il y a plusieurs médias polonais qui ont commencé à relever que on avait mesuré le fait que l'extrême pauvreté avait diminué ces dernières années, enfin en tout cas ces derniers temps en Pologne. Est-ce que ça aussi c'est un fait qui peut appuyer le PiS en validant sa politique de redistribution sélective comme vous l'avez souligné, ou vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être comment dire, utilisé par Trzaskowski d'une manière ou d'une autre pour ces débats d'entre-deux tours? Qui veut? Allez, je vois Thibaut qui souhaite. Donc, encore une fois, il faut reconnaître que les politiques redistributrices sont l'enfant ou sont le fruit du programme de droit et justice, et ce sont elles qui ont contribué à sortir de l'extrême pauvreté toute une série des
des localités rurales de Pologne, ou parfois aussi de certaines aires urbaines, parce qu'il y avait aussi des aires urbaines, notamment en Silésie, qui étaient nettement moins bien loties que d'autres grandes métropoles. Ça, c'est une première chose. Maintenant, dans une certaine mesure, et c'est ce qu'essaye de faire Trzaskowski, mais le discours est plus difficile à construire, il est vrai qu'une forme de la prospérité retrouvée de la Pologne, de la santé de son économie, de sa robustesse qui lui a permis de traverser la crise de 2008 plus ou moins de façon heureuse et sans enregistrer de baisse importante du PIB. Tout ça, ce sont quelque part, c'est l'inertie de la politique économique qui a été mise en place sous le gouvernement de la plateforme civique. Mais bon, voilà, ça c'est quelque chose qui est plus difficile à démontrer, plus difficile à faire entendre auprès d'un électorat qui parfois n'a pas toujours la mémoire aussi longue. Alors, et un dernier point, c'est que on aurait malgré tout tort de penser que il y ait une distinction claire entre une Pologne appauvrie qui vote pour droit et justice et une Pologne nantie qui, elle, vote pour la plateforme civique. Des études de sociologie électorale qui ont été menées, notamment par Maciej Gdula, qui est un professeur de sociologie de l'Université de Varsovie, qui, entre-temps, il est vrai, a rejoint les rangs de la gauche polonaise, qui est devenu un politicien actif, mais qui, à l'époque, officiait en qualité d'observateur extérieur, relevait malgré tout que il y a eu dans l'espèce de revalorisation des mémoires, revalorisation du fait national, un effet d'appel très très fort auprès d'une classe moyenne qui commençait à se sentir en situation de stabilité et qui commençait à se sentir en droit à pouvoir revendiquer de la reconnaissance auprès de ses proches, mais aussi sur la scène internationale. Et donc, il y a aussi une classe moyenne qui est fortement derrière droit et justice. Et voilà, c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. Romain, petite question, est-ce que ce rapport a fait du bruit en Pologne? Nous, on l'a relevé un peu de l'extérieur, mais est-ce que ces chiffres-là circulent? Est-ce qu'ils sont utilisés? Non, j'ai pas l'impression, parce que c'était des faits qui étaient assez connus. Ça s'était vu dès les premières années du programme 500+, ce programme d'option familiale donc de 120 € par enfant et par mois. D'ailleurs, si on regardait uniquement les chiffres des années plus récentes, donc sur un an ou deux, finalement la pauvreté, je crois, est de nouveau en hausse en Pologne, parce que l'allocation est à son montant figé, alors que les prix commencent à augmenter assez rapidement. Donc l'effet de ces allocations est quand même moins fort aujourd'hui qu'il y a 5 ans, enfin 4 ans au moment du lancement du programme. Mais encore une fois, les questions économiques, assez bizarrement, paraissent peu présentes dans la campagne. Andrzej Duda en parle, mais sur un mode défensif, sans vraiment promettre de nouvelles initiatives. Il prétend juste être le défenseur des acquis sociaux. Donc la retraite à 65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes, ce programme de 500+. Rafał Trzaskowski promet aussi de ne pas y toucher en tant que président. D'ailleurs, il n'en aurait pas le pouvoir, parce que c'est une décision qui appartient au gouvernement et au Parlement, pas à la présidence de la République. Et du coup, ce n'est pas forcément un sujet qui apparaît très contentieux entre les deux parties, finalement. Agnieszka, je vous en prie. Je pense qu'il faut quand même aussi ajouter que le salaire minimum a été beaucoup augmenté récemment justement par le PiS, et les retraités ont reçu eux aussi des aides financières. Et en regardant comme ça un peu les études après ces élections, j'ai l'impression que ce sont majoritairement alors que avant, il y a encore quelques années, les personnes qui votaient pour le PiS s'est recruté de toutes les couches sociales. J'ai l'impression que cette fois-ci, il y a quand même la majorité de personnes qui ont un niveau d'études faible et qui habitent plutôt à la campagne ou dans des petites villes. Donc, je pense que ça a dû changer, peut-être aussi à cause de ces nouvelles mesures sociales.
Ce seront des données qu'on pourra peut-être plus finement commenter quand on aura une étude assez fine de la cartographie électorale, ce qu'on ne manquera pas de faire au Courrier d'Europe centrale. Agnieszka, Romain et Thibault, donc un grand merci à vous pour ces commentaires et ces éclaircies. Nous allons malheureusement devoir nous arrêter là pour ce riche débat, et on ne manquera pas de suivre vos différents écrits, travaux et commentaires à venir sur la situation politique en Pologne. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup pour cette occasion. Merci.